Louis a définitivement quitté ses partenaires, ce qui a été un gros choc pour ce club-là et puis pour toute la communauté du rugby. Espérons en tout cas que ça permette de servir au moins d'électrochoc. Et puis au-delà même de cet événement, on sait que la saison dernière et les saisons même passées nous ont apporté leur lot d'événements inquiétants. Voilà, on n'en était pas encore arrivé là. Je sais que Mathieu Lartaud disait qu'il n'espérait pas avoir un jour à commenter un joueur de rugby qui mourait sur le terrain. Ce n'est pas arrivé encore comme tel, mais on a déjà eu ce type de catastrophe et on essaye de les éviter. Donc c'est volontairement un débat à la fois provocateur et puis peut-être aussi pour faire le point sur certaines choses et savoir comment à la fois faire en sorte que le rugby retrouve ou garde ses lettres de noblesse et puis que les joueurs soient protégés parce que ce sont des professionnels, mais justement personne n'est censé mettre sa vie en danger lors d'un match de rugby. Donc le premier angle que je voulais évoquer avec vous et vous faire réagir, mes chillers, c'est le volet disons plutôt santé sécuritaire des joueurs. On voit que les joueurs ont eu des morphologies qui ont énormément évolué depuis que le rugby est passé professionnel il y a maintenant plus de 20 ans. Les chocs, les impacts deviennent de plus en plus violents. Les commotions cérébrales se multiplient pour les joueurs. Hein. Juste une stat, par exemple, à donner en top 14, la saison 2012-2013, on avait, je crois, 53 commotions cérébrales détectées, hein, parce que ces statistiques, et en plus, valent ce qu'elles valent, hein, parce qu'il y en a que des fois qui ne sont pas... officiellement en tout cas comptabilisé parce que pour avoir commotion cérébrale il faut qu'il y ait une analyse et que ce soit prouvé médicalement après des examens hospitaliers à 102 lors de la saison 2016-2017 donc x2 en l'espace de 4-5 ans, donc c'est considérable et effectivement les joueurs sont exposés en tout cas beaucoup plus que par le passé. Ah ça c'est sûr, hein. Tu as parlé justement de la professionnalisation du rugby, ce qui a entraîné aussi du coup une préparation plus importante pour les joueurs, des gabarits de plus en plus impressionnants, vous n'allez pas me faire démentir là-dessus. Je sais pas quoi dire parce que c'est un fait de match, hein. Louis, c'est un plaquage, le plaquage qui est totalement licite, c'est un plaquage un peu appuyé mais c'est pas un mauvais geste. Donc là il y a plusieurs tentatives de lois, de règles qui vont être peut-être mises en place pour il faut pas que le plaquage soit en dessous des pecs, je crois, en dessous du torse, pardon. Là par exemple les écoles de rugby ne pourront pas plaquer jusqu'à décembre prochain pour justement bien apprendre aux joueurs comment plaquer, comment bien aller chercher le joueur, etc. Je sais pas quoi penser parce que justement tu en parleras tout à l'heure, des gabarits de plus en plus impressionnants. Pour moi je pense qu'il faut limite mettre une taille et un poids minimum parce que quand on voit un mec comme Jacques Duplessis qui fait 2m01, qui fait 130 kg, qui a une boule de muscle qui rentre dans un mec comme Benoît Payog, et ben justement pour moi il est peut-être là le danger, c'est que justement il y a des différences de gabarit parfois qui entraînent des chocs de plus en plus violents et c'est ça justement le problème pour moi du rugby aujourd'hui. Et on est vraiment à la croisée des chemins en rugby, on est vraiment à cette croisée des chemins entre est-ce qu'on va mettre des règles très strictes qui vont vraiment encadrer peut-être le poids et la taille des joueurs, la méthode de plaquage, les pénalités qui vont être concédées, qui vont peut-être être plus nombreuses vis-à-vis des plaquages, etc. Mais que moi je trouve personnellement déjà très nombreuses et qui hachent beaucoup le jeu. Donc est-ce qu'on va pas aussi hacher ce jeu-là ? C'est aussi le risque de la multiplication. C'est un peu le risque de la multiplication du facteur sécuritaire. Parce que finalement le rugby, c'est sur la nature même qu'on doit se mettre d'accord. Est-ce que c'est un sport de combat ou un sport d'évitement ? Ce qu'on va parler un peu plus tard, je pense. Mais on est dans une véritable course aux armements. Je veux dire, on a le club typique de cette course aux armements ici à Montpellier. T'as parlé de Jacques Duplessis, mais on peut rajouter Nadolo. Mais ça, on peut rajouter Villemc, etc. Et ce problème qu'on retrouve non seulement dans le sport professionnel, on le retrouve aussi dans les divisions inférieures. Je pense à la Fédérale 1, où on a des clubs professionnels, Dax, Narbonne, Tarbes, pour ne citer que, qui aujourd'hui, avec ce système de 4 poules, vont se retrouver contre des clubs qui ne sont pas professionnels et qui ont peut-être un déficit au niveau de la préparation physique, etc. Et c'est à ce moment-là que ça peut être dangereux. Au foot, la division d'honneur peut jouer contre la Ligue 1, il n'y a pas de souci. Au rugby, si vous faites jouer des 3e séries contre des joueurs du top 14,
Là, c'est incomparable. Là, oui. C'est incomparable. Enfin, là, On n'est pas là non plus. On est sur une dimension d'affrontement et ça peut être dangereux à terme là-dessus, quoi. Oui, c'est vrai que ça peut être gênant. Ce que je trouve intéressant, ce que vous dites aussi, c'est que ce débat, même si je l'ai posé surtout pour le rugby professionnel, il se pose finalement à tous les échelons. Mais aussi un point important, pour aller au-delà du simple fait de dire, voilà, quand t'as un gars qui rentre sur Benoît Payog, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a plutôt un petit gabarit, Qui même fait un très petit gabarit. 1m72, 112 kg. Voilà, pour un joueur de rugby professionnel, même si justement il va, comme on dit, au four et au moulin dans tous les matchs. Mais même des joueurs au gabarit très imposant, pour rester sur Montpellier, Nadolo ou Bismarck Duplessis, ont été face à une situation de commotion cérébrale dans des phases finales de championnat. Je pense, non pas cette année, mais c'est peut-être aussi le cas, mais je pense notamment aux phases finales de l'année d'avant, qui avait d'ailleurs été l'exemple de la multiplication de ce type d'événements clairement dangereux pour les joueurs. Il faut savoir qu'au bout de 3 commotions cérébrales dans l'année, tu as arrêté 3 mois minimum. Oui. Sexton en est l'exemple, où il avait même été arrêté plus longtemps, je crois, parce qu'il subissait commotion sur commotion et avait dû être arrêté pendant plusieurs mois. On a évoqué peut-être même une fin de carrière. Finalement, il est toujours sur le terrain de rugby, heureusement d'ailleurs pour le rugby, parce que c'est un super joueur. Mais il y a vraiment aujourd'hui un problème sur les commotions cérébrales et de plus en plus de preuves scientifiques montrent que le rugby va droit dans le mur. Sur ce sujet-là. Avec un risque pour l'après, effectivement, on peut se demander quelles séquelles pour la suite du rugbyman. La vie de sportif professionnel à son terme, et puis aussi pour la carrière même d'un joueur. Quand on pense au capitaine du Pays de Galles, je ne sais pas si Samuel Burton, je voulais l'évoquer, qui a arrêté sa carrière alors qu'il était capitaine du Pays de Galles, plutôt en troisième ligne, costaud, tanké, voilà, et qui, face à la multiplication des commotions cérébrales et surtout qu'il y avait une trentaine de blessures accumulées et le nombre de blessures accumulées aussi, effectivement, qu'il faut signaler. Et là, qui est autre chose, là je pense que pour ce qui est des blessures accumulées, il faut aussi se dire que c'est un sport extrêmement exigeant, et puis aussi que parfois les clubs et les sélections nationales ne laissent peut-être pas aussi assez de temps pour que les blessures se consolident, et donc se retrouvent dans une situation où on fait revenir des joueurs qui se reblessent parfois au même endroit, et donc avec une certaine loi des séries, avec voilà, le genou, la cheville, que sais-je encore. L'exemple de Charles Olivon, par exemple. Abîmé, et avec par exemple un avec personnage aussi comme Charles Olivon qui se pose des questions lui-même sur la continuité de sa carrière. Mais pour ce qui est des commotions cérébrales, là pour moi ça me paraît encore plus gênant, parce qu'effectivement il y a des risques qui peuvent être liés à des situations de vertige, de vomissement, avec voilà, des traumatismes crâniens face auxquels les joueurs peuvent être confrontés. Et c'est vrai qu'il y a des médecins, il y a eu des études qui en tout cas alertent sur le fait de trouver des solutions, en tout cas pour pallier à ce problème. On peut se demander maintenant finalement quelles pourraient être les solutions à mettre en œuvre. Mais les instances et les clubs aussi, pour certaines raisons parfois compréhensibles, parfois un peu moins, peuvent être un frein, un obstacle en tout cas à cette évolution. Pour citer des évolutions qui pourraient peut-être vous faire échanger tous, j'ai noté 2 règles importantes en top 14 qui viennent d'apparaître suite à ce que l'observatoire médical auprès de la FFR préconisait, 2 qui ont été acceptées par World Rugby, parce qu'il faut savoir que quand on fait passer ce type de règles, il faut demander aux instances internationales, même pour le top 14, de valider l'acquisition de nouvelles règles. Ces 2 nouvelles règles qui sont le carton bleu. Le carton bleu, c'était donc un nouveau carton auquel il va falloir s'habituer en top 14, a déjà été intronisé l'année dernière en Fédéral 1 et dans le top 8 féminin. C'est un carton qui est laissé donc à la libre appréciation de l'arbitre s'il pense qu'un joueur en face de lui est commotionné ou a un risque en tout cas de commotion cérébrale, qui oblige, il a un pouvoir assez fort derrière sa couleur qui n'est pas un carton rouge, qui oblige le joueur à arrêter le match définitivement. C'est pas sortir 10 minutes. Il a remplacé quand même, quoi. Avec possibilité de remplacement, bien sûr, remplacement de fait, et avec des règles plus ou moins, qui vont crescendo, disons. C'est-à-dire que lorsque le joueur il sort définitivement, sa licence lui est retirée pour une durée de 10 jours. Donc s'il y a un match la semaine d'après, il ne joue pas. S'il y a dans les 12...
Et entraînement y compris. Entraînement. Je pense que c'est pense qu'entraînement, moins tu peux, surveillé. Ouais. Mais pas de contact, sûrement. Ouais, pas de contact. Ça, c'est évident. Et puis ensuite, après, voilà, ce sont des sportifs professionnels, donc arrêt complet, c'est parfois difficile. Après un deuxième cas dans les 12 mois, donc ça peut être sur une même saison, mais ça peut être à cheval sur 2 saisons. Deuxième carton bleu pris sur 12 mois, ça peut aller vite. Il y a arrêt minimum de 3 semaines. Et s'il y a un cas de troisième carton bleu sur ces mêmes 12 mois, on va jusqu'à 3 mois de pause obligatoire pour le joueur. Et ensuite, la deuxième règle, avant de vous laisser réagir, c'est un nombre plus important de remplacements en top 14 cette année. On était à 8 remplacements possibles pour les équipes, et avec des règles moyennement souples, j'ai envie de dire, même si elles commençaient à l'être en cas de saignement, etc. Vous connaissez un petit peu les modalités. Et là, maintenant, on est passé à 12 remplacements, et avec notamment, comme Alex le demandait, le remplacement, par exemple, en cas de carton bleu, mais aussi en cas de saignement, en cas de il faut savoir commotion. Il y a toujours 8 remplaçants. Oui. Donc on avait droit à 8 changements. Changement illimité sur les premières lignes si jamais il y a des blessures. Et maintenant c'est donc 12 changements autorisés avec tous les joueurs. C'est-à-dire que ça peut être un centre qui à l'heure de jeu sent pas bien, enfin est blessé, peut être remplacé par un joueur qui était déjà sorti précédemment. D'ailleurs, ce sont des règles qui risquent de faire parler tout au long de la saison. Sur d'ailleurs le président de Bordeaux, Laurent Marty, a posé une réclamation. Posé une réclamation pour le match face à Montpellier parce qu'apparemment il y aurait eu des soucis de remplacement entre Riac et Stein, un truc comme ça. Il a accusé Yvan Riac d'être sorti en trottinant, enfin en sprintant presque, alors qu'il était censé être blessé pour se faire remplacer par Franz Stein. Voilà. Et du coup, ça, est-ce que c'est la bonne solution? Ça, je sais pas. Thomas Lombard lui parlait de réduire le nombre de remplaçants à 5 et non pas à 8. On pourrait voir le contraire. Oui. Parce que du coup, on pourrait voir l'effet inverse. C'est-à-dire que justement, on met moins de remplaçants pour éviter que des mecs soient frais, rentrent dans des mecs qui ont fait déjà 1 heure de jeu et qui du coup risquent de se blesser au fur et à mesure du match. Donc du coup, on n'a pas encore trouvé évidemment la solution miracle. Sinon ça évidemment on le saurait, on l'aurait mise en place. Et même moi, même quand on en discute, je sais pas quoi en penser. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un membre du staff médical qui est autorisé à être sur le bord de la pelouse. Il y a 2 règles, mais il y en a même 4. Et il y en a 4, voilà. Qui peut suivre les actions et qui, dès qu'il voit un joueur au sol, peut intervenir tout de suite sur le bord du terrain. Et avec un plus grand suivi médical aussi au sein des clubs. Ce qui, pour moi, ça est primordial. Le suivi médical des joueurs dans le rugby actuel est primordial. Le coup du carton bleu, n'empêche, tu le vois déjà arriver gros comme une maison, qu'au bout du deuxième, c'est 3 semaines, c'est ça? 3 semaines. Dès que ça sera mis en place, il suffit qu'il y ait une vedette qui rate le choc de l'année parce qu'il y a ce coup du carton bleu. Ça peut faire polémique. Ça peut faire polémique. Pour l'instant, il n'a toujours pas été sorti, je crois, le carton bleu. En 3 journées de top 14, il n'a toujours pas été sorti. Attention. Mais il y a eu des polémiques avec Sexton. Je sais qu'il a été souvent repris par justement. On en a parlé, j'en parlais tout à l'heure. Ouais, qui a subi plusieurs commotions. Ce qui est dit, je crois, c'est qu'à partir de 3 ou 4, en tout cas, il y a vraiment un risque pour l'intégrité. Je parle même plus de joueur, là, de l'homme. Mais de toute façon, les mesures, avérées. Les mesures dans lesquelles on parle, là, c'est des mesurettes. Enfin, c'est du court terme. C'est ça dont je voulais qu'on parle. Et on voit que l'IRB et la FFR sont complètement perdus face à ce problème, parce qu'il faut remettre en question les fondamentaux du jeu. Est-ce qu'on veut un sport d'évitement? Est-ce qu'on veut un sport de combat? Mais si on veut un sport d'évitement, qu'est-ce qu'on fait? Je dirais pas sport de combat, je dirais plutôt sport d'affrontement, parce que le rugby est un sport de combat de base. Oui, un sport d'affrontement. Ouais. Je suis tatillon sur les mots. Non, mais c'est vrai, et tu as raison d'être tatillon sur les mots. Voilà. Donc un sport d'affrontement, un sport d'évitement, et on sent que il y a des polémiques, mais au sein même de la FFR. Je me rappelle d'un médecin dont le nom m'échappe qui s'est retiré de la commission. Ouais. Parce qu'il a jugé que la commission était soumise au bon vouloir de Serge Simon et de Bernard Laporte et qu'il ne prenait pas ce problème assez à bras le corps. L'IRB est muette sur le sujet. Il y a très peu de communication faite là-dessus. Le board des arbitres, idem. On sent que le rugby est vraiment perdu sur ce sujet. Et que les solutions, comme tu dis, il n'y a pas de solution miracle, mais on se demande s'il y a des solutions tout court et des solutions qui ne peuvent pas trop. J'ai l'impression qu'on cherche des solutions qui veulent pas, on peut pas trop modifier le jeu. Mais le problème, c'est qu'on va peut-être arriver à des solutions qui vont totalement modifier la physionomie du jeu et on va. On parle d'un rugby où on ne plaquera qu'aux jambes.
Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on apprend à la base dans l'école En de dessous de la rugby, à l'école ceinture. de rugby, c'est voilà, tu plaques aux jambes en dessous de la ceinture. Et on parle aujourd'hui de plus en plus, c'est évoqué en tout cas, est-ce qu'on interdise carrément les plaquages au-dessus de la ceinture? Ça, je sais pas trop quoi en penser non plus, parce que manque de bol, il y a un joueur qui se baisse au moment de plaquer, bah forcément, à un moment donné, l'autre sera amené à plaquer plus haut. Et c'est pareil. Si tu fais des pénalités à tout bout de champ là-dessus, c'est compliqué aussi. Donc là, on part sur un rugby de plus en plus compliqué, et vraiment, j'aimerais pas être dans les instances aujourd'hui nationales et internationales, parce que ça me paraît compliqué. En tout cas, c'est la bonne transition, je trouve, que nous fait Théo vers le second point que je voulais vraiment qu'on évoque dans ce débat, même si c'est bref, c'est de passer de ce côté, effectivement, que penser de ce qu'on peut faire pour que les joueurs, en tout cas, soient dans les meilleures conditions possibles, même si c'est compliqué de savoir quelles sont ces meilleures conditions possibles pour évoluer sur le terrain en minimisant le niveau de risque. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour que ce sport, pour que le rugby, qui est en plus un sport que sur le plateau on aime plutôt beaucoup, on peut le dire, reste attractif, reste intéressant, reste passionnant. Et c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, on le ressent nous-mêmes. Il y a un désamour en tout cas assez chronique qui se fait pour le rugby, non pas seulement parce que l'équipe de France a des moins bons résultats que par le passé, mais parce que justement on est passé d'un rugby d'évitement à un rugby d'affrontement, où on cherche maintenant effectivement à un peu par tâtonnement de réaméliorer ça, mais où on a du mal à savoir quelles sont véritablement les solutions. Il faut sans doute faire évoluer les choses dès la formation, parce que tout simplement expliquer déjà à un joueur que s'il a un contre un à jouer, qu'il y a d'autres possibilités. Il y a le crochet, il y a le cadrage au débordement, on n'est pas obligé de faire du rentre-dedans, rentrer dans le mec comme un cabourg, quoi. Avoir des joueurs, peut-être, j'ai même envie de dire, un petit peu plus intelligents. Et puis, avec ces gabarits de joueurs, effectivement, qui ont peut-être amené à ça. J'en parlais juste pendant la pause musicale. On peut prendre l'exemple des ailiers, qui, notamment dans les écoles de rugby, sont l'exemple même des gars, lorsqu'on commence, je suis passé par là, qu'on met à l'aile parce que c'est un petit gabarit, on se dit, normalement, il va courir vite, il va faire le taf. Mais qui est un poste très difficile à défendre, où les impacts peuvent être très sévères parce que les joueurs arrivent lancés, et où il y a des évolutions de gabarit assez impressionnantes. Pour prendre des exemples, Nemanja Nadolo, alors c'est un extrême bien sûr, c'est 1m94 pour 130 kg, George North, l'ailier du Pays de Galles, c'est aussi 1m93 pour 109 kg, et pour prendre nos ailiers français, Johan Huget, 1m90, 97 kg, ou encore Teddy Thomas, ce sont seulement des exemples, pas forcément mes titulaires les gars, 1m85 pour 90 kg. Pour prendre à l'inverse, à contrario, des exemples des ailiers type des années 90-2000, Christophe Dominici, c'était 1m72 pour 82 kg. Alors on peut dire par exemple vis-à-vis d'un Teddy Thomas que ce sont que 8 kg de moins, mais ça change quand même beaucoup la donne. Shane Williams, c'est 1m70 pour 80 kg, l'ailier de poche du Pays de Galles, ou encore l'ailier arrière du 15 de la Rose de l'équipe d'Angleterre, Jason Robinson. Ça me permet de saluer mon pote Guillaume qui m'a aidé à préparer ce débat et qui nous écoute et qui était fan de ce joueur. C'est 1m72 pour 84 kg. Donc les gabarits des joueurs ont évolué, même effectivement en termes de taille, pour ce type de poste. Et puis ce rugby, c'est fortement stéréotypé, devient moins intéressant par moment. Le top 14 en est un bon exemple, et puis au niveau même amateur, on peut se retrouver avec des parents qui peuvent être inquiets d'inscrire leurs joueurs en école de rugby. J'ai regardé par exemple, je ne sais pas si les passionnés de rugby en ont conscience, mais le nombre de licenciés a baissé aussi ces dernières années. Une question qui inquiète forcément beaucoup la FFR. Il y a pour moi il y a deux solutions très rapides à mettre en place. Une, réduire le nombre de matchs. Il y a trop de matchs aujourd'hui, on est dans un championnat. En France, on parle. Les joueurs sont usés. On est dans un championnat qui a 14 équipes, ce qui est, on le dit depuis plusieurs années, ce qui est beaucoup. Les doublons, ça rajoute. Donc il y a seulement les joueurs français qui commencent à être protégés, ça se fait depuis maintenant 3-4 ans. Mais il y a beaucoup trop de matchs dans le championnat. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être enlever les phases finales? Est-ce qu'on ne devrait pas réduire le nombre d'équipes? Tu voudrais par exemple passer sur un rugby à 12 par exemple? Un rugby à 12, un top 12, un top 10, un top 8, mais quelque chose où les joueurs réduire significativement le nombre de matchs. Et le temps d'une récupération ou alors tu fais suffisante. Tu révolutionnes tout carrément, tu fais 2 poules de 7, tu prends les 3 premiers de chacun et puis après tu fais les phases finales. À la manière du Pro 14. Voilà, même du Super Rugby aussi. Oui. Pro 14 qui est le championnat de Pro 14, c'est Ligue Celtique. Irlande, Pays de Galles, Écosse et l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud maintenant, t'as 2 équipes sud-africaines. Ah c'est bien, ça ne fait pas des gros déplacements en plus. Non, ça va. C'est pour ça, je sais même pas comment ça se passe d'ailleurs. Je crois qu'il passe 6 mois, enfin ils séparent en 2 la saison. Ah ok, d'accord.
Ouais, c'est un délire un peu. Ouais, Le Pro 14, ouais, c'est pas le Super Rugby c'est pareil, mais tu remarques, on parle de violence dans le rugby, mais est-ce que on en parle aussi dans les autres pays? C'était mon deuxième point. Donc, Prenons exemple sur l'hémisphère sud. C'est la Nouvelle-Zélande, Sur les Néo-Zélandais et les les Australiens. Néo-Zélandais notamment, les Australiens, c'est du sport d'évitement et c'est une des équipes qui gagnent surtout. On le voit que face aux équipes européennes qui sont très massives, où on mise énormément sur la mêlée, et des Néo-Zélandais qui sont aussi véloces, qui sont puissants, mais qui sont plus dans cette stratégie d'évitement qui fonctionne. et par exemple, ce qu'ils disent, tu parlais de mêlée. Là où nous, pour la mêlée est une phase de conquête où on peut marquer l'adversaire, et ben eux c'est plutôt Une transition. un lancement de jeu, c'est ce qui permet de lancer le jeu. On peut se porter sur le jeu pur, quoi. Ah, mais ça c'est sûr, mais tu regardes le Super Rugby, le top 14, ça n'a rien à voir. Ouais, On peut s'ennuyer devant un match de Super Rugby, ça c'est sûr. Mais ça réfléchit moins, c'est plus voilà, c'est à Plus l'instinct instinctif, que tu joues. Beaucoup plus de turnover, beaucoup plus de passes après contact. Exactement, voilà. Voilà. Du coup, passe après contact, ça veut dire que le mec avant a travaillé son duel, il est pas rentré bêtement dans son joueur en face de lui. Tu regardes à Montpellier, on parle beaucoup de Montpellier, mais les deuxièmes lignes aujourd'hui de Montpellier sont incapables de faire une passe de 15 mètres. Tu regardes les Blacks, Vic Mekotadze. tu vois le DVD où William C ou Jacques Duplessis fait une Quand tu passe de 15 vois mètres. un Whitelock, un Un Brodé Retallick, Retallick. même Edzebet, malgré le fait que le deuxième ligne d'Afrique du Sud, qui est impressionnant physiquement, est capable d'aligner une passe, même si c'est le premier à vouloir entrer dedans. Il faut qu'il y ait une amélioration technique, et je pense que si il y a une amélioration technique, et ben derrière ça va découler sur justement un jeu de plus de mouvement, je pense. Et ça fait des années qu'on le dit, est-ce que ça aussi c'est une mesure forte? Les équipes ont peur de descendre en top 14, ce qui nous donne ce jeu un peu stéréotypé où En Pro D2, tu veux dire. non, enfin Ou les équipes la top peur 14 de ont descendre peur de de top 14 vers la Pro D2, ouais, et voilà, c'est de ce qui nous donne ce jeu un peu stéréotypé où on a peur de perdre, on se lâche pas, et donc plusieurs spécialistes nous disent il faut créer une ligue fermée comme au Super Rugby. Mais là encore, ça crée Voilà. un autre débat, c'est est-ce qu'on empêche des villes comme Narbonne, comme Nevers, etc. d'accéder au top 14? Est-ce que c'est Et ben à ce moment-là, viable? Ça devient exclusif, quoi. parce qu'il Exactement. y a Comme qu'en ça. France qu'on se pose ce genre de questions, je suis désolé. L'Afrique du Sud, ils ont le Super Rugby pardon, ils ont les mêmes équipes depuis 20 ans les mecs. Donc soit à un moment donné tu prends en considération la sécurité du joueur et du coup tu stabilises un certain championnat pour justement avoir comme objectif la sécurité du joueur, et derrière ben oui tu Du jeu. délaisses du coup l'aspect Uniquement l'affrontement physique populaire, et du coup ouais, tu ça. ouvres tes portes à plein d'équipes. Après, la Je sécurité sais pas du quoi joueur, penser. sans vouloir abaisser le niveau du débat, si tu fais un sport comme le rugby, donc tu sais que tu vas pas faire du curling, quoi. Et Ah, sûr, c'est exigeant. Ouais. tu prétends être en top 14, donc c'est comme dans tous les sports. S'il y a Bien l'excellence, il y a les risques qui vont à côté. Les skieurs, par exemple, ça n'a rien à voir, hein, mais les skieurs. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça, faut mais les parce que si c'est un sport individuel, le rugby, si tu veux, je suis d'accord avec toi, il faut qu'à un moment donné, tu te prépares comme il se doit, mais qu'il y ait un suivi permanent, un suivi médical permanent. Ce qu'ils font en Super Rugby avant de préparer une saison, c'est Robert Eberson, qui a joué à Montpellier avant, qui le disait, qui joue à Castres aujourd'hui, un centre. Il a dit au Super Rugby, on a 2 mois de préparation. Le premier mois, on touche pas à un seul ballon de rugby. C'est-à-dire que pendant un mois, c'est de la fonte, du physique, on s'y file machin, pour que ton corps soit prêt justement à supporter les impacts, tout ça. Et après, on fait du rugby. Là où en France, Montpellier a eu 5 semaines de préparation. Ouais. Tu vois? Donc ils ont dû faire. Clairement, 2 on a semaines. fait 8. Ouais. Donc t'as déjà une différence de préparation entre les deux équipes. Les deux équipes sont bien moins préparées et c'est énorme. Tu imagines 3 semaines de différence de préparation? Et si on va laisser presque conclure, parce que sinon. Ouais, je pense qu'on Ouais, peut on faire une pourra pas conclusion. finir, ouais. Ne vous empêchez pas de faire un dernier commentaire, mais si c'est le cas, qu'il soit bref. Et je vais essayer de m'y astreindre aussi. Oui. Mais tu vois, c'est parce que j'essaye d'être sérieux maintenant. Là-dessus aussi. T'as en les tout cas. co-animateurs maintenant? Je suis dans le collimateur, tu vois. De toutes les instances. Donc oui, en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les règles, c'est bien beau, mais la solution n'est sans doute pas par là. Ce qu'il faut chercher, c'est en tout cas vraiment, sans perdre l'essence de ce jeu, à révolutionner le jeu du rugby lui-même. Le président de Proval, Robin Chalewachou, qui est un ancien joueur de Montpellier, disait que dans le passé, le duel était visuel et intelligent, alors qu'aujourd'hui, on est rentré dans une approche purement physique au détriment de l'aspect technique. Je pense que c'est assez vrai, et qu'on y perd
à la fois en qualité de jeu et puis aussi en intelligence de jeu, mais donc aussi par ce côté frontal, on multiplie le risque. Donc je pense qu'il faut sensibiliser les joueurs là-dessus, être très dur en cas de non-respect. Par contre, effectivement, des protocoles commotion, des systèmes d'amende assez importants sont mis en place. Alors à savoir si ça c'est aussi peut-être pour que les instances en mettent plein les poches, c'est un autre débat, mais c'est important parce qu'il faut éviter que les joueurs soient trop exposés. Être dur aussi lorsqu'il y a des événements d'anti-jeu qui peuvent être graves, parce que des fois ça paraît anodin, on s'excuse, mais quand il y a un geste dangereux, ça peut des fois être fatal à un joueur, ou en tout cas l'amener sur le carreau pour de nombreuses semaines. Et puis voilà, espérer finalement qu'il y ait une réflexion en tout cas complète qui mette en synergie, j'ai envie de dire, équipe médicale, staff, les joueurs et puis même depuis le départ les écoles de rugby, pour avoir une meilleure attitude, un rugby plus plaisant. Et puis j'espère malgré tout qu'on continuera à se régaler avec notre rugby dès cette saison et qu'on évitera le plus possible ces drames qu'on ne veut pas voir sur un terrain, que ce soit au rugby ou pour un autre sport. Ouais. Je te remercie. Parfaite conclusion pour terminer ce débat sur la violence dans le rugby. Quant à nous, on va passer à notre deuxième pause musicale. C'est cette fois-ci un petit hommage à Mac Miller qui est mort à 26 ans. Avec son titre donc J'en ai les larmes aux yeux, ça se voit pas. Quelques mois après Avicii, quoi. Allez, à tout de suite.